Salut, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien. Je je voulais te parler d'un sujet qui m'a pas mal intéressé ces derniers temps, puisque j'ai un peu découvert, enfin, j'avais beaucoup entendu parler de Rabelais, mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion en dehors de toute son influence culturelle sur la France et la culture française qui est quand même vraiment importante, j'avais vraiment jamais vraiment pu connaître son œuvre et j'ai été vraiment perturbé en fait par ça et par les raisons enfin surpris qu'elle soit si connue, si recommandée. Je crois qu'elle est au programme du bac quasiment tous les 5 ans. Et ça m'a vraiment intrigué. Et j'aimerais avoir ton avis, en fait, savoir ce que tu en penses, et puis comment est-ce que tu la vois. Alors, j'ai lu Pantagruel, je crois, il y a une dizaine d'années. J'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très drôle, euh, très surprenant, très riche. Tu l'avais lu en français moderne, enfin modernisé, ou alors en... Je crois, oui. Ouais, ouais, pas en. Ah, Enfin, toi, tu l'as lu comment? Pareil. Je pense que la langue d'époque enfin, C'est presque illisible, hein. ouais. C'est comme de lire même Montaigne. Enfin, c'est la même époque. Montaigne est un peu après, je pense. Euh, Ouais, dans l'orthographe ancienne, j'en garde une très bonne impression. J'avoue que je ne saurais pas en dire beaucoup plus. Mais par exemple, euh, bon, l'histoire elle-même est quand même un peu surprenante, évidemment, fantastique. Et puis, il y a des bons mots un peu partout, mais le message de fond, et puis aussi tous les tas de détails qui sont liés enfin, qui sont un peu grossiers, qui met partout. J'ai du mal à comprendre en fait quelle est l'utilité au-delà de choquer les gens, et surtout de savoir si toi tu as aimé parce que justement il y avait cette grande liberté, ou si c'était malgré ça en fait. Non, c'était à cause de la grande liberté que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas trouvé ça grossier. J'ai trouvé ça, c'est-à-dire que ça ne choque pas la décence commune. Mes souvenirs sont un peu lointains, mais j'en Mhm. garde une très bonne impression et je le recommande évidemment. Enfin, je le recommanderais si quelqu'un me demandait si je devais le lire, parce que personne ne fait jamais. Mais j'ai bien aimé Rabelais. Qu'est-ce qui t'a, pourquoi est-ce que Ah, tu moi, l'avais j'ai lu? trouvé ça, enfin, j'ai trouvé ça vraiment vulgaire, Ah énormément de oui? passages. En fait, si tu veux, c'est de l'ordre euh, de San Antonio, en fait, en termes de vulgarité. Euh, Sauf que c'est beaucoup plus, évidemment, euh, pipi caca. Et puis, Scatologique. et sans comprendre vraiment pourquoi, en fait, enfin, qu'est-ce que ça apportait au propos. Et alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Alors, j'ai l'impression qu'un des axes principaux, c'est évidemment la critique de la manière d'enseigner de l'époque scolastique. Et puis, donc ça, je peux comprendre à la rigueur, même si j'ai l'impression que après des siècles d'enseignement de la manière que lui trouve être la bonne, en fait, on s'aperçoit que c'est pas uniquement un sens unique, que en fait on peut pas se permettre que les enfants découvrent tout par eux-mêmes. Ils ont aussi besoin d'un peu d'un cadre, etc. Mais ça m'a vraiment arrêté, et surtout Ah, j'ai donc tu n'as cette pas aimé? non, enfin, comme je disais en introduction, il a indéniablement une grande influence, et il y a plein d'expressions très célèbres qui, je crois, ont été pour la première fois trouvées, enfin, écrites par lui, ou quelque chose comme ça. Alors, dans mon approche philosophique de la création humaine, j'ai toujours beaucoup de difficultés à imaginer que quelqu'un puisse être à l'origine de tout un tas d'expressions aussi connues qu'une personne. Je pense que souvent, il a dû peut-être les entendre chez quelqu'un d'autre, ou alors
peut-être par analogie ou par juxtaposition, créer des choses comme ça, peut-être de façon un peu aléatoire, mais que lui soit si brillant pour avoir créé autant de choses, ça me paraît quand même très étonnant. Peut-être qu'en fait, simplement, moi, j'ai pas accès aux autres contemporains qui aiment eux-mêmes utiliser ces expressions, quelque chose comme Hmm. ça. Mais en tout cas, c'est clair que c'est très et ça. Et puis, je suis pas encore au bout, mais À qui tu le compares dans les successeurs? À part San Antonio, mais il y en a d'autres, hein. Bah, Céline? même pas, parce qu'en fait, Céline, il y a quand même un côté sérieux. Alors c'est vrai que j'ai lu récemment Le Voyage au bout de la nuit, et il y a, bon, déjà l'histoire est beaucoup plus structurée, elle est pas fantasmagorique, et puis, enfin, San Antonio d'ailleurs non plus. Quoi? Bah, le voyage au bout de la nuit, ça saute quand même un peu du coq à l'âne, hein, avec des Disons que histoires. les histoires sautent du coq à l'âne, mais on n'est pas dans des personnages fantastiques qui Ouais. sont de taille. Ah oui, 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 oui. Enfin voilà, c'est pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a quand même un peu. Les histoires se juxtaposent sans qu'on comprenne parfaitement leur lien. Et puis non, qu'est-ce que je. Enfin, c'est pas évident pour moi de comparer parce que euh, en fait, je trouve que moi, l'impression que ça a donné, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être choqué à son époque, mais qui en fait maintenant aujourd'hui Rabelais enfonce plutôt des portes ouvertes. Et je trouve que c'est vraiment démodé. Enfin, c'est à la fois très contemporain, comme tu dis. Moi, j'ai pas du tout l'impression de lire. C'est le 16e siècle, hein, c'est ça? J'ai Ouais. pas du tout l'impression de lire un livre du 16e siècle, et c'est toujours. Moi, j'adore toujours découvrir des œuvres, des auteurs qui en fait ont une pensée qui est beaucoup plus proche de la nôtre que ce qu'on pourrait imaginer avec nos préjugés modernes. Et donc ça vraiment c'est remarquable, mais à la fois je trouve ça un peu banal. Enfin, on a l'impression d'entendre un prof de gauche en fait. Et puis, je suis pas encore arrivé au bout, comme je disais, mais il y a cette histoire de l'abbaye de Thélème où c'est deviens ce que Non, qui aime tu et fait ce veux. que Enfin, tu aime et fait ce que veut. voilà, elle fait ce que veut. Et c'est à nouveau quelque chose où, enfin, peut-être que je le lis au premier degré et que lui-même se moque de ceci, mais j'ai l'impression qu'aussi, en fait, il est aussi, il aime aussi en fait à blasphémer un peu gratuitement. Et de fait, j'ai aussi l'impression, je comprends que ce soit une œuvre qui soit finalement très appréciée par beaucoup de gens qui aujourd'hui ont envie d'envoyer tout péter en fait, et qui trouvent que tous nos repères en fait d'aujourd'hui sont ridicules, etc. Enfin, c'est un peu presque un peu cynique en fait. C'est peut-être un peu ça qui m'a gêné Je l'ai pas lu au sens, ouais. j'ai pas attribué de référence politique ou idéologique à Rabelais. Ah oui. Non, enfin, j'ai pas, ça m'est Alors pas c'est peut-être traversé a l'esprit. posteriori, enfin comment dire, par réaction que je le fais, parce que j'ai l'impression qu'une œuvre qui est si plébiscitée par l'éducation nationale a peut-être en fait, parce que eux ils y voient peut-être comment dire, un conditionnement ou bien des comment dire, des opinions d'une idéologie qu'ils aimeraient transmettre aux élèves, et peut-être une idéologie justement de gauche, puisque c'est surtout des gens de gauche qui font les programmes. Et c'est peut-être aussi par réaction que mon détecteur se met en marche, et je me dis, bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette œuvre qui pourrait leur plaire tellement à ces gens qui la programment et qui la reprogramment en fait. Il y a peut-être aussi un peu de ça, hein, donc je suis pas certain Bah, et mes soupçons qui tu soient. verrais, disons que si tu veux offrir un panorama de la langue française, de ses origines, alors tu peux aller à Chrétien de Troyes ou à la chanson de Roland, mais disons, ça c'est presque illisible, ça c'est du. Mais allons à quelque chose qui commence à être un peu, un peu abordable. Euh, Bah, tu peux commencer par Molière ou par La Bruyère ou au XVIIe siècle, mais en fait tu peux aller avant. Donc t'as les poètes de la Pléiade, enfin les Ronsard, etc., du Bellay.
mais dans la puissance poétique, dans le maniement des images, dans la profusion du langage, et la vigueur. Euh, tu trouves, il y a Rabelais, mais qui tu veux mettre Mm. C'est vrai que je connais pas suffisamment le XVIe siècle pour pouvoir donner des conseils, mais c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'il y en a peut-être pas beaucoup qui se soient autant illustrés et que en fait, il- et c'est aussi en fait c'est ça que je présuppose quand toi tu me dis que tu aimes bien, c'est qu'en fait comme Rabelais crève l'écran, on lui pardonne en fait c'est les, ta les scatologie? excès, oui, et puis les choses qui ont finalement peu d'intérêt, ou alors on a peut-être une volonté de marquer les esprits un peu gratuitement en fait, on a peut-être sa volonté d'en faire énormément simplement pour se faire remarquer. D'ailleurs, ce que je ferai par la suite, c'est d'essayer de lire un peu les réactions à l'époque à son œuvre. Je suppose qu'elle a dû être interdite, peut-être mise à l'index, et que ça a mis certainement Je sais pas. 300 ans avant qu'elle commence à être diffusée, parce que j'ai du mal à imaginer enfin, quand on voit toutes les œuvres qui aujourd'hui nous paraissent presque banales, comme Baudelaire qui était à l'index, je suppose que là c'est quand même encore un autre niveau de perversion en fait presque. J'ose le mot en fait, hein, perversion, parce que j'ai du mal à comprendre en fait quel est l'objectif derrière. Mais bon, c'est quand même, je suis d'accord avec toi que je j'ai pas d'autres exemples et pas d'autres ou de choses qui soient marquantes en fait pour cette époque. Enfin, c'est vrai que si on prend si j'ose faire le saut entre ça et la princesse de Clèves, c'est vrai que ça donne pas du tout la même époque la même image. Et puis ça, Et puis c'est pas la même époque, non, c'est pas la même époque, mais ce pas que je du veux dire, tout. c'est qu'on aurait presque l'impression qu'en fait, plus tard, enfin, que on est arrivé à une époque plus puritaine ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ça qui est marquant. Ouais, j'ai pas lu, j'ai jamais lu de critique. J'ai pas étudié en classe ou plus tard Moi non plus. Rabelais, donc je le lis comme un extraterrestre, comme un ovni extraterrestre, vraiment sans précaution, sans contexte, et j'ai pris plaisir. Euh, c'est bon, comme la grande littérature, c'est jamais pour les enfants, hein. Mm. Mais je sais même plus quand il écrit et quand il meurt. C'est quoi? C'est en François Ier, Henri II, je sais même plus, hein. Alors, Rabelais, je pense que ça m'aimerait pas que ça soit encore 1553, il est mort, oui, donc c'est Ouais. ça, oui. Un peu, ouais. Il était prêtre? Oui. Non, mais c'est ça qui est d'autant plus. Prêtre anticlérical, ça j'aime bien, ouais. Non, en fait, je crois qu'il était défroqué ou quelque chose comme ça, hein. Mais c'est aussi dans ce contexte, hein, que moi je trouve que qu'on a l'impression qu'il veut vraiment. Enfin, il cherche vraiment à choquer les gens. Regardez, moi je suis prêtre et j'écris quand même des choses comme ça. Euh, enfin, Calvin l'aimait pas du tout. Euh, bon, bref. Euh, ouais, on n'a pas le temps de dire sa vie maintenant. Ouais, Et à propos de je vais lecture, m'y intéresser. j'ai lu récemment, d'une époque complètement différente, le chef-d'œuvre moins connu de Rudyard Kipling qui s'appelle Kim. Je sais pas si tu connais ce livre. Ah, j'ai pas lu. Non? Je Alors sais que c'est, je connais, oui, mais de nom, jamais. j'en avais entendu parler quand j'étudiais
la Russie à l'université. Parce qu'en fait, le contexte du livre de Kim, c'est donc au tournant du XXe siècle, en Inde, plus précisément ce qui est aujourd'hui la frontière entre l'Inde et le Pakistan, plutôt vers le nord, vers le Karakoram. Et il y avait en fait une espèce de guerre d'espionnage dans ces régions-là, et puis également en Afghanistan, entre les Français, les Russes, les D'accord. Britanniques. Alors surtout les Français, les Russes d'un côté, et puis plutôt au nord, et puis les Britanniques au sud. Et alors le livre n'entre pas vraiment dans les détails de qui, quoi, pourquoi, comment, mais décrit un enfant de. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, il est métis, c'est avec sa mère est indienne et son père est irlandais, mais il est plutôt élevé comme un Indien et puis il est en fait embauché comme espion, mais de très très bas grade en fait, ou simplement il est chargé de transmettre des messages secrets. Et puis il a une couverture également, mais dont il n'est pas parfaitement au courant que c'est une couverture. Et donc il est avec un moine bouddhiste euh, du Tibet qui cherche une rivière. Enfin, et ce que je trouvais extraordinaire dans ce roman, qui est extrêmement difficile à lire, et mais aussi l'histoire est pas très claire. Enfin, j'ai pas encore lu les livres de la jungle, mais je crois que c'est beaucoup mieux structuré comme histoire, beaucoup plus facile à suivre. Mais ce qui m'a vraiment Le livre de la marqué, jungle ou Kim? les livres de la jungle sont beaucoup plus faciles à lire que Ah oui. Kim. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que en fait j'ai écouté une version racontée par un acteur indien qui, euh, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça peut presque plus jouer, il est capable en lisant le texte, de reproduire en fait les accents des différents personnages en fonction de leur caste, de leur région, euh, et puis évidemment quand ce ne sont pas des Indiens, de faire plutôt des accents britanniques, etc. Et en fait, à la fois dans les tournures de phrases, parce que je crois, si je me trompe pas, que Rudyard Kipling lui-même a grandi en Inde, hein, donc il connaissait vraiment Mhm. extrêmement bien tout ça, et donc le texte, il y a toute une richesse qui est liée à la structure de la société indienne qui est très difficile à comprendre, et je trouve que le fait d'avoir quelqu'un qui le lit avec les accents, d'une part, évidemment, c'est beaucoup plus amusant, mais surtout parce qu'il y a toute c'est très exotique, puis il y a d'expressions que Rudyard Kipling a ajoutées. Par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils disent jamais I don't know, it is I do not know. Et en fait, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Plus évidemment toutes les influences culturelles différentes selon que les gens sont musulmans ou bien hindouistes, etc. Et c'est vraiment très très. Enfin, il y a et beaucoup de gens reprochent à Rudyard Kipling d'avoir été un peu raciste, etc., ou d'avoir eu certains propos dérangeants vis-à-vis de l'Inde et des Indiens, et donc aujourd'hui il est plus ou moins supprimé dans beaucoup d'universités. Mais en réalité, d'autres expliquent que Kim, en fait, on voit à travers ses livres que déjà il connaissait beaucoup mieux la culture que quiconque des gens qui écrivaient à cette époque, enfin, qui étaient capables d'écrire un tel livre, que aussi c'est une capsule, ce livre culturel sur l'Inde elle-même à cette époque, parce qu'on n'a pas beaucoup d'histoires en fait qui nous racontent comment c'était et quelle était l'ambiance dans les rues, etc. Et puis que en fait c'est pas du tout il est pas du tout en train de dire, enfin de critiquer l'Inde particulièrement. En fait, c'est même plus une lettre d'amour, et c'est vraiment charmant comme livre. Alors l'histoire en elle-même est difficile à suivre, mais les dialogues sont vraiment remarquables, et puis l'ambiance un peu partout, la manière dont ils font
dont ils font la manche, souvent pour se nourrir, ils demandent l'hospitalité. Et puis il y a ce concept que je comprenais pas très très bien dans l'hindouisme, enfin ou le bouddhisme, d'acquérir euh, comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Enfin, acquérir des grâces en fait. Et donc ils sont tout le temps en train d'essayer de faire des choses pour justement améliorer leur karma. Et c'est vraiment un très beau livre. Donc je recommande fortement. Et celui qui a écrit, qui lit ça, alors moi je l'ai acheté sur Amazon, donc Audible, c'est leur service. Et celui qui a écrit ça, il s'appelle, enfin qui l'a lu, pardon, euh, il s'appelle Sam Dastor. Vraiment très intéressant. Ouais. Moi, lundi dernier, j'ai visité, enfin, j'ai passé la journée à Vaux-le-Vicomte. Peux-tu enlever ta main, s'il te plaît, de la gorge? Ouais, pardon, j'ai visité Vaux-le-Vicomte avec mes salariés. Oui. Euh, et on était guidé par mon ancien professeur d'anglais en prépa, Mhm. qui s'appelle Christian Monjou, qui aujourd'hui est retraité de l'éducation, mais qui continue enfin, qui maintenant accompagne des groupes, qui fait des visites, fait des conférences sur l'art. Et on a eu une journée complète à Vaux-le-Vicomte sur l'histoire de Nicolas Fouquet et sur les pièges du regard dans les jardins, dans le jardin de Lenôtre, André Lenôtre. Alors je connaissais vaguement l'histoire de Fouquet, c'est-à-dire que c'était ce ministre des Finances, enfin surintendant, comme était le titre, surintendant des Finances de Louis XIV, au début du règne de Louis XIV, qui était très riche, très brillant, avait un goût exquis. Enfin, c'est lui qui a découvert le nôtre, Levaux, l'architecte qui a construit à Versailles, Lebrun, le grand peintre de Louis XIV, enfin de l'époque de Louis XIV. Oui. Molière était au service de Lully, était au service de Fouquet. Le nôtre, donc le jardinier. Qui d'autre encore? Madame de Sévigné était une de ses grandes amies. La Fontaine était un de ses grands amis jusqu'au bout. Oui. Et il était très riche, et puis il a été accusé de corruption, mais en tout cas le 17 août 1661, il reçoit à son château de Vaux-le-Vicomte, qui est dans le sud-est de Paris, pas très loin de Fontainebleau. Oui. Il reçoit Louis XIV, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, Colbert, qui était un des ministres de Louis XIV. Il les reçoit pour une soirée incroyable. T'as Molière qui joue des pièces, t'as Lully qui interprète de la musique, et puis il y a ce château qui est merveilleux, qui est plutôt un château baroque, qui venait à peine d'être fini, et puis ces jardins incroyables de Lenôtre. Alors bon, c'est compliqué d'expliquer ça comme ça, sans y être, Oui. sans image, sans photo. Mais ce que je peux dire, c'est que Vaux-le-Vicomte, c'est un château qui est bien supérieur, et des jardins, un parc qui sont bien supérieurs à Versailles. Oui, Versailles, parce que c'est une taille presque humaine en fait, hein. alors oui, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout le déploiement de la pensée de la pensée de l'époque, enfin de ce qu'il y a de plus élevé, de plus recherché dans la vie intellectuelle de l'époque, qui est mise en jardin par le nôtre. C'est très compliqué de comprendre ce qu'on entend par là, mais un jardin à la le nôtre, c'est le déploiement de techniques d'optique, alors de maniement de la perspective, maniement de l'anamorphose. Alors les anamorphoses, ce sont des dessins qui changent de perspective selon l'angle sous lequel tu les regardes. Alors il y a un très célèbre anamorphose, le plus célèbre, c'est qui est à la National Gallery à Londres, qui est le portrait des ambassadeurs, des deux frères français, ambassadeurs à la cour de Londres par Holbein. Et donc ces deux hommes qui sont autour d'une table avec c'est une vanité en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des représentations des arts libéraux, quadrivium et trivium, et puis au milieu, entre les deux, il y a une espèce de tache très bizarre, très grande,
quasiment écrase tout le tableau. Et en fait, c'est un crâne, mais un crâne qui est totalement déformé si tu regardes de face. Mais si tu te places sous le tableau en regardant comme ça, vraiment collé au tableau et en regardant en dessous à gauche, tu vois Oui. la perspective qui se reforme de manière à avoir un crâne d'une forme avec des volumes normaux, des proportions normales. Mhm. Et ça, ce sont c'est pas gratuit c'est pas un simple exercice de style, c'est lié à des modifications à l'époque d'abord de la compréhension de la géométrie, des mathématiques, d'Euclide, des progrès en optique, et puis d'une conception du monde qui se modifie à l'âge baroque, l'âge classique, enfin cette jonction là entre ces deux mondes à la fin du XVIIe siècle, suite également par exemple à la nouvelle philosophie de Descartes, aux découvertes des astronomes Kepler, Galilée bien sûr, notamment de la modification de la vue du monde. Mais surtout, ce qu'il y a de plus incroyable à votre compte, c'est que le nôtre dessine ce jardin comme un avertissement à Fouquet. Et Fouquet qui est très riche, qui ne comprend pas qu'on est rentré dans un âge nouveau où le roi soleil et l'État c'est moi. Enfin, voilà, il est le seul, il ne supporte pas une ombre sur lui. Et Fouquet cherche à éblouir le roi. Et le nôtre a parfaitement compris la personnalité de son maître, Fouquet, son client. Et il va dessiner son jardin de manière à essayer d'apprendre à Fouquet qu'il faut qu'il se méfie, qu'il faut qu'il fasse très attention. Ah oui. C'est très étonnant, très étonnant. Et Fouquet ne comprendra pas ce que le nôtre a voulu lui dire. Et en revanche, Louis XIV le comprendra très bien. C'est ce genre de message qui est compris par une personne à qui il n'est pas destiné. Et Louis XIV saisira parfaitement, par des tas de détails, des tas j'ai passé une journée là-bas, donc vous imaginez, ce que ça peut faire la complexité d'un jardin pareil, et de ce qui se passe pendant une promenade dans un jardin comme ça, à condition évidemment qu'on t'explique, parce qu'on est tellement bête, on est tellement peu attentif, on regarde si peu qu'on passe à côté. On Et est ben très moi, en impressionné visitant, par je vos suis victoires. passé à côté, oui, Ah effectivement. bah oui, mais il faut vraiment, un jour on y retournera ensemble et je te ferai la visite de vos victoires. J'ai les vidéos de la conférence, je les passe. Tu peux pas imaginer les subtilités, la finesse, l'intelligence d'un gars comme le nôtre. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi est-ce que le nôtre, une question habituelle dans l'art, pourquoi est-ce que le nôtre n'a pas dit à Fouquet Tout simplement. qu'il fallait qu'il se méfie? C'est la réponse toujours dans l'art. Alors, je crois que c'est Francis Bacon, le peintre récent, le peintre contemporain, pas le philosophe anglais du XVIIe siècle, qui dit mais si j'avais pu le dire, je l'aurais écrit. C'est qu'en fait l'art, ça c'est une chose que j'ai découverte en lisant La Recherche du temps perdu. L'art c'est un langage qui est capable de formuler des vérités, de faire comprendre des choses, pas de les dire, parce qu'on ne dit pas, c'est pas la parole, mais de montrer des choses qu'on ne peut pas dire par la parole, ou qui sont moins bien dites, Là, on les montre. Un tableau, ça te montre quelque chose, à condition que tu saches le regarder. Une sculpture. Oui. Une pièce de musique, tu l'entends et ça te fait comprendre des choses que l'artiste ne sait pas dire, mais qui sont beaucoup plus riches et qui laissent d'ailleurs aussi la liberté à l'auditeur, enfin au spectateur ou à l'auditeur de comprendre ou de ne pas comprendre. Donc ça demande un effort, bien sûr, un effort d'attention. Et à vos vicomtes, mais c'est la principale chose à comprendre à votre vicomte,
c'est que, à la différence de Versailles, Versailles, quand tu sors du château, tu te tiens au pied sur la terrasse, c'est juste avec le château derrière toi, et tu regardes le parc, le jardin, et tu vois tout. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de choses que tu ne peux pas deviner, que tu n'aurais pas vu. Il n'y a rien de caché en réalité. Bon, tu peux circuler et puis voir, mais des choses que tu voyais pas effectivement depuis là. Mais tout, il n'y a pas de surprise. À Vaux-le-Vicomte, eh bien, il y a des illusions. Par exemple, tu ne peux pas deviner qu'il y a un immense canal de plus d'1 kilomètre de long, 50 mètres de large, qui est, tu sais, tout au fond, là, qui coupe le parc au fond. Canaux, d'ailleurs, qui sont suggérés avant même que tu rentres dans le château, avant de traverser le château et puis d'arriver dans le jardin à proprement parler, quand tu es entre les communs. Puis un peu plus loin dans le parc, tu vois soudain 2 bassins que tu ne voyais pas depuis le château. Et puis tu arrives au bout, et puis soudain, il y a cet immense bassin qui est très sophistiqué. C'est pas un simple bassin, c'est un bassin qui est rond à une extrémité, à l'entrée de la rivière, et puis qui ensuite est tout droit. C'est un cercle qui débouche sur un très long rectangle. Évidemment, il y a un sens. C'est pas par hasard que le nôtre a dessiné comme ça. Et c'est le fait de ne pas avoir tout vu, voilà, ça c'est le plus important, c'est le fait que ce jardin cache des choses qui a tout de suite suggéré à Louis XIV que Fouquet est en train de lui cacher des choses. Ah oui, le message est simple. Mais il faut voir voilà. Il y a des surprises, il y a des choses qu'on ne voit pas, et soudain tu te dis, mais attends, soudain ça change de perspective, et tu es dans un jardin tout à fait différent quand tu es à d'autres endroits, quoi. C'est plus du tout la même chose, le château a changé de taille, tu vois des choses que tu voyais pas avant, t'as une espèce de travail du regard, de la perspective, de l'optique, qui est pas par hasard, tu vois. C'est une intentionnel de la part de le nôtre. On le sait parce que on connaît la théorie des jardins au XVIIe siècle. On connaît c'est pas de la surinterprétation, tout ce que je suis en train de dire. C'est authentique. Et je pense que c'est vraiment c'est le plus beau jardin en France, le plus beau jardin de France qui existe. En plus, il y a le gros avantage qu'il y a personne. Oui. Absolument. Beaucoup moins de monde qu'à Versailles. Oui, les touristes ne vont pas là-bas. Oui. Impossible. Mais c'est plus beau, plus intelligent. C'est beaucoup moins grand, évidemment. Si tu veux visiter Versailles, tu marches pendant 8 heures. Si je ne me trompe pas, ça prédate Versailles. Hein. Oui, bien sûr. Versailles. Et donc, en fait, c'est suite. Ouais. Donc, le son. Donc, petite anecdote. Hein, pendant cette soirée, donc Louis XIV va dormir dans ce château. Et dans ce château de Vaux-le-Vicomte contient un salon elliptique, la pièce la plus importante, grand salon elliptique, en dôme. Elliptique, c'est pas pour rien, c'est à l'époque où on découvre que les planètes tournent en ellipse, donc on abandonne le dôme et on se met à faire des ellipses. Et puis il y a 2 foyers qui a non plus un centre, bref. Les implications tout de suite, hein, de se retrouver dans une forme qui n'a plus un seul centre, mais 2 foyers. Et alors, les témoins de l'époque racontent que pendant cette soirée, Fouquet, il jouit de ce qu'il est en train de montrer au roi, tout ce qu'il a fait, ce magnifique château. Et puis le château venait tout juste d'être terminé, donc la coupole n'est pas peinte, elle n'a jamais été peinte, parce que Fouquet avait fait dessiner par Charles Lebrun, donc le grand peintre de Louis XIV, grand peintre de Versailles. Il avait fait dessiner un carton, un projet de peinture sur cette voûte qui serait la course du soleil. Donc Apollon, le soleil sur son char avec ses chevaux qui traversent le ciel. Et Louis XIV demande à Fouquet, mais de qui le soleil aura-t-il le visage? Et Fouquet répond, mais de moi, sire, à Louis XIV. Donc, non seulement, la soirée s'est très mal passée, évidemment. Non seulement Louis XIV était en train de se rendre compte que ce projet traduisait des choses qui désapprouvaient profondément. Donc le jardin, le château, l'organisation, tout ça traduisait des
des traits de caractère ou des intentions de la part de son ministre qui étaient extrêmement, qui ne lui plaisaient pas du tout. Mais en plus, le gars avoue comme ça qu'il est là pour faire de l'ombre. Hein. Et il y a une très bonne biographie de Paul Morand, une biographie de D'accord. Fouquet, par Paul Morand, qui s'appelle Le Soleil offusqué. Fouquet ou Ah Le oui. Soleil offusqué. C'est Paul Morand, donc, un auteur des années d'entre-deux-guerres, un diplomate. Et, Excellent comme histoire. et donc, le soir même, non, le lendemain matin, Louis XIV décide de, il retire tout, enfin, Fouquet est disgracié, et Louis XIV va convoquer Levaux, l'architecte, le nôtre, le jardinier, Lebrun, le peintre, euh, Molière, Lully, La Fontaine, et il va tous les convoquer à Versailles, et il va prendre la décision de commencer Versailles, quelques années plus tard, de transformer Versailles, pour euh, euh, et abandonner, et donc Volvicomte va être quasiment abandonné, alors il va être donné, donc tout va être confisqué, tout va être vidé, il y a même des arbres, il y a une centaine d'arbres qui vont être déracinés du jardin pour être Ouais, transportés à c'est Versailles, violent. les meubles vont être entièrement vidés, le château sera donné à la famille de Choiseul au XVIIIe, puis bon, il manque d'être détruit au XIXe siècle, et ce sera un certain Sommier, qui est un géant, un magnat du sucre, qui va racheter le château, qui va dépenser des millions pour remettre le jardin en or, pour faire renaître le jardin, restaurer la façade, etc. Et puis aujourd'hui, ce sont des descendants de ce Sommier qui sont les comtes de Vaugué, les trois frères qui possèdent ce château, qui reste absolument privé. C'est que c'est même pas il y a même pas alors, il y a des monuments historiques, mais ils ne profitent pas ils refusent de profiter Des des subventions? avantages Oui. des monuments historiques, en fait, pour garder leur liberté dans ce château et faire ce qu'ils veulent dedans et le préserver. Et donc Versailles sera construit pour effacer le souvenir de Fouquet et de Vaux-le-Vicomte, qui avait et ça marquera définitivement la domination de Louis XIV sur l'État, sur le royaume, passant de ministres. Enfin, il n'y aura plus de premier ministre, il y aura d'autres ministres, mais il se dessinera de plus avoir de ministres. Fouquet était l'assistant le plus proche de Mazarin. Mhm. Et il devait succéder à Mazarin, qui était ministre, premier ministre, et puis à la mort de Mazarin, Louis XIV annonce qu'il gouvernera désormais seul. Et donc Fouquet ne comprend pas le changement à ce moment-là. Et donc je recommande vivement, alors non seulement évidemment de visiter, mais avant ça, il faut préparer cette visite, parce que Oui. tu peux pas, sinon tu passes à côté de l'expérience intellectuelle, artistique, esthétique. Euh, c'est pas un jardin. Un jardin, c'est une œuvre d'art d'un genre un peu particulier, parce que c'est une œuvre d'art que tu découvres avec le mouvement. Et donc, Oui. ton corps se déplace dans le jardin pour l'apprécier, ce qui n'est pas le cas d'un tableau, ce qui n'est pas le cas d'un livre. Alors, une œuvre musicale, tu te déplaces pas, mais tu fais l'expérience esthétique chronologique. Il y a un déplacement de temps qui implique, qui t'engage. Mais le jardin, c'est non seulement le temps que tu vas y passer, mais en plus ton corps qui se meut dans l'espace et qui éprouve et à qui on présente des choses, à qui qui a sous les yeux une intention, un programme que le jardinier a dessiné pour toi. Oui. Et quand tu comprends ça, ça te fait envisager une promenade dans un jardin de ce genre-là, un jardin avec intention, hein. Un jardin à l'anglaise, par exemple, ça ferait tout le même ordre. Ça te fait envisager un peu plus, avec plus de gravité, et le temps et l'effort que tu vas passer. Et donc, il vaut mieux le préparer avec des lectures ou y aller avec un guide, un très bon guide qui va expliquer ce qui se passe. Mais tout seul,
sans voilà, avec un œil naïf, comme la plupart des œuvres d'art, tu, euh, tu comprends rien, quoi. Tu passes à côté de ce qui se passe. Hein. Tu peux être subjugué. Donc quand tu arrives et que tu vois le château, puis que tu vois ensuite le jardin, tu peux pas t'empêcher d'être en in awe, comme on dit en anglais, Oui. AWE, c'est-à-dire de faire une expérience d'ordre semi-religieux, c'est-à-dire d'étonnement, de surprise, de frayeur d'une certaine manière, enfin, d'étonnement, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose, qui a un programme, enfin, qui a quelque chose de très complexe, très intelligent, très beau, les proportions. Mais après ce sentiment-là, cette impression plutôt de surprise, d'étonnement, de waouh, enfin tu ouvres la bouche là, oh, eh bien Mhm. bon, bah, si tu sais pas ce qu'il y a derrière, père évidemment tu gâches peut-être ton voyage n'a beaucoup moins d'intérêt. Alors, Voilà, c'est marrant que j'en tu reviens me à la dises ça française. parce que moi, ça m'évoque un truc que j'ai souvent, qui est que lorsque je découvre quel est le secret derrière une construction ou un dessin que j'aime bien ou bien même une recette, en fait, ça me dégoûte un peu. Et j'aurais préféré ne pas savoir. Je te donne un exemple. Depuis 5 ans ou plus, il y a un nouveau fromage italien qui a complètement bouleversé le monde, qui s'appelle la burrata, qui est donc une espèce de mozzarella. Et je sais pas si tu sais comment c'est fait, mais en fait, c'est simplement une espèce de mozzarella dans laquelle on a mis de la crème. Et depuis que je sais ça, je trouve ça beaucoup moins intéressant et même ça me gâche un peu mon plaisir parce que je me dis, en fait, bon, c'est de la crème, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'aurais préféré, en fait, ne pas le savoir. Et c'est comme, et puis si je regarde d'autres éléments, une photographie que je trouve particulièrement belle, et puis qu'on me donne le truc derrière, je suis pas toujours satisfait de le savoir après coup, parce que résultat, ça perd un peu de sa magie. Tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, évidemment, c'est toujours mieux certainement de savoir, d'être plus instruit, etc. Mais parfois j'aime bien en fait rester dans l'ignorance et ne pas me préoccuper profiter. Alors, tu dis que je peux pas profiter autant que si j'étais instruit et je savais. Peut-être, mais en tout cas, ça me fait penser à cet élément-là aussi. Tu connais la symphonie Titan de Mahler? Non, Ah, tu connais pas? non, Bon. Bon, je te conseille de l'écouter, c'est vraiment très très oui, beau. Et je vais je vais faire t'envoyer, ça. on mettra peut-être en lien la vidéo qui explique cette symphonie, Mhm, explique ce que Mahler a fait, écrit, d'où viennent les airs, quelles sont les références. Et moi, je l'avais écouté, je prenais beaucoup de plaisir à écouter cette symphonie avant, et je m'imaginais, je projetais dessus des tas de choses qui étaient, euh, qui étaient complètement fausses en fait. Par exemple, l'ouverture. Pour moi, Et l'ouverture, puisque c'était une le sorte de nom te faisait, création. oui. C'était la création, c'était les planètes qui tournent, enfin le cycle, enfin, la course des planètes dans l'univers, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est Mahler Et en fait, et qui donc j'ai courait au écouté parc avec ses amis. non, c'est pas ça. Il y a un triathlon. Non, et en fait, j'ai écouté donc l'interprétation, l'explication, qui est pas non plus une interprétation, hein, qui est une vraie explication de ce que c'est. Oui. Et mon plaisir a été décuplé par Ah, cette explication. Euh, j'ai écouté aussi récemment des conférences sur Vermeer, bah, toujours de notre guide, du guide qui nous a accompagnés à Vaux Vicomte, Christian oui. Mondou, conférence qui est faite sur Vermeer, avec des explications. Alors tu peux être devant la laitière de Vermeer, tu peux admirer la beauté, le filet de crème là, qui est ça, ou le cartographe, ou enfin voilà les grandes. Euh, mais
Mais quand on t'explique ce qu'il y a derrière, moi j'ai encore plus de plaisir. Mon plaisir est décuplé Hmm. par la, par la, par le fait de soudain être capable de pénétrer l'intelligence, l'intention, le langage, Oui. la langue de l'artiste, Oui, et la alors je comprendre, sais et pas, ça c'est la pas valable comprendre. pour tout, hein. Maintenant que tu me dis ça, ça me fait penser à la symphonie fantastique de Berlioz Mhm. dont j'avais écouté une explication par un professeur américain qui s'appelle Robert Greenberg. Et c'est Ouais, j'ai vrai entendu que ça. je passais complètement à côté du truc si j'avais pas écouté. Il y a notamment un moment où en fait c'est l'histoire dans la symphonie fantastique où le personnage principal se fait couper la tête à la guillotine et il y a le son de la tête qui roule en fait dans le panier. Et donc je serais passé complètement à côté si on m'avait pas expliqué. Donc oui, non, non, je te rejoins. Ouais, quand même, il faut. On- quand on était enfant et que nos parents nous traînaient dans les musées et qu'on comprenait rien, c'est comme si on entendait un film, enfin une conversation, même pas une conversation à la radio, dans une langue qu'on connaît pas. Bon, alors tu peux au début t'étonner par les sons, rigoler un peu, puis ensuite très vite t'arrêtes quoi, parce que tu comprends rien. Même l'art c'est pareil, la musique, les, bon, enfin la musique, la grande musique. Euh, mais Donc tu es en train de dire que ça sert à rien d'emmener des enfants au musée si on leur explique pas? si tu leur expliques pas, non, ça sert à rien. Ah non, il faut absolument les prendre par la main et leur dire regarde ça, ça veut dire ça, regarde ça. Bon, on dit ça dépend de l'âge, hein. Euh, mais si tu leur montres pas, si tu leur apprends pas à regarder, si tu leur apprends pas à regarder, bah, ils font jamais attention. Hmm. Dans le jardin, il faut regarder. Dans la peinture, ça, il faut regarder. Les grandes peintures, faut... rien n'est jamais fait par hasard. Hein. C'est toujours se souvenir je sais plus quel auteur de théâtre russe dit que si Ah dans oui, le décor il y a un fusil qui est accroché au oui. mur, c'est qu'il va servir à un moment. L'artiste ne fait jamais rien par hasard. Il fait Je pas du crois, joli. je crois que c'est Tchekhov donc, qui disait ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc il fait pas du joli. Il n'est pas là pour. Il est là pour. Il peut divertir un peu évidemment. Hein. Euh, Ridendo, Castigo Mores, en riant, je me moque, je punis les mœurs. Enfin, je me moque. Donc en étant distrayant, en procurant un plaisir esthétique, on touche l'intelligence. Et donc, sinon, faut apprendre à un enfant à écouter, à regarder. Euh, non, certainement. Très bien. Merci beaucoup pour cette conversation. Et puis surtout, ça me donne envie je crois que tu m'avais partagé la conférence sur Vermeer, hein, c'est ça? Ouais, Je vais la mettre en description. Merci beaucoup. Bonne nuit à je t'en toi. prie. Allez, Salut. salut, bonne soirée.